de thématiques vont être abordées et nous avons le plaisir d'accueillir avec Laurence Bottero, rédactrice en chef de la Tribune ici en région Sud. Bonjour. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur le président de la métropole de Nice d'être avec nous ce matin. D'abord, je suis très heureux d'accueillir la Tribune sur ce thème « Transformons la France ». Je crois que c'est un thème extrêmement approprié. En tout cas, ici, on se l'approprie. Et on veut contribuer à la transformation de la France. Vous mesurez à la Tribune sans doute plus que d'autres parce que, au fond, vous avez un éclairage et un regard sur les territoires français, sur leur compétitivité, sur leur attractivité, sur leur tissu entrepreneurial qui vous permet de nous accompagner aussi pour que chacun comprenne mieux les enjeux de cette crise sanitaire dont nous ne sommes pas convaincus qu'elle soit vraiment terminée et dont personne ne peut avoir la certitude même qu'il n'y ait pas une 4e vague à l'automne. Mais en même temps, nous savons que désormais, il y a un encadrement sanitaire qui nous permet d'accompagner la situation d'aujourd'hui pour sortir provisoirement ou définitivement, je l'espère, de celle-ci. Des moyens pour pouvoir réouvrir les circulations internationales. Et ici, à l'aéroport international de Nice, ça compte puisque nous sommes le 2e aéroport international de France avec près de 130 destinations directes dans le monde. Et en même temps, la relance économique qui, pour le gouvernement comme pour les collectivités, est un enjeu essentiel, et surtout pour les Françaises et les Français, car après avoir laissé malheureusement des gens sur le bord du chemin avec la crise sanitaire et la pandémie, il ne faut pas les laisser sur le bord du chemin avec la crise économique. L'emploi va être un enjeu majeur, en sachant que ces 15 derniers mois, nous avons mesuré de profonds changements dans les raisonnements, dans l'administration des collectivités comme des grandes entreprises, qui nous font penser que là où il y a encore un an, on estimait qu'à 10 ans, il y aurait à peu près 10% de métiers qui disparaîtraient, 10% de nouveaux métiers qui émergeraient. En réalité, il faut saisir aussi l'opportunité et l'expérience de ce qui vient de se passer pour accélérer ce mouvement et requalifier ceux qui doivent l'être pour rentrer dans ces nouveaux métiers, alors que certains métiers disparaissent déjà aujourd'hui, alors qu'ils auraient pu disparaître 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Christian Estrosi, vous disiez, ici c'est plus de 120, 130 destinations. Vous avez vu cet aéroport vide pendant des longs mois. En revenant ici, en revoyant l'activité de nouveau reprendre progressivement, ça vous inspire quoi en revoyant un petit peu le démarrage? Est-ce que vous avez le sentiment que les ennuis sont derrière nous et comment vous voyez justement, comment vous ressentez à la fois ces signaux-là de cette reprise? Est-ce que vous y croyez? On en a parlé récemment avec Franck Golnadel, le président du conseil de surveillance de cet aéroport, avec les actionnaires, dont nous sommes d'ailleurs, mais dont l'actionnaire majoritaire est l'actionnaire qui détient et qui administre l'aéroport de Rome, qui est un très bel aéroport international. Et ça n'est pas parce que l'aéroport a été vide que nous avons été inquiets sur l'avenir. Je rappelle qu'ici, il y avait 8 millions de passagers par an en 2008, lorsque j'ai été élu à la tête de la ville de Nice, qu'au 31 décembre 2019, il y avait 15 millions. On avait quasiment doublé. Et que nous avions un objectif à 2025-2026 d'être à 18 millions, 19 millions de passagers. Eh bien, je suis à peu près convaincu que même si, naturellement, nous avons perdu 70% des fréquentations de l'aéroport pour cause de Covid et de fermeture des lignes internationales, nous pouvons continuer à croire dans cet objectif à 2025 de 18 à 19 millions de passagers, parce que je crois que nous ressortons de cette crise sanitaire renforcés sur l'attractivité de notre territoire, et nous le voyons bien dans les contacts qui sont pris. Il faut savoir qu'il y a
Parce qu'au fond, quels sont les meilleurs indicateurs? Et on va peut-être en parler tout à l'heure avec le président national de la Fédération du bâtiment et des travaux publics, Bruno Cavagné. C'est la construction, c'est l'investissement. Et au moment où nous nous parlons, alors qu'il y avait jusqu'à présent 9500 chambres d'hôtel à Nice, nous avons 3000 chambres supplémentaires en chantier qui ont été engagées avant la Covid, où les grues n'ont pas arrêté un seul instant. Ils sont pour la plupart de 4 étoiles luxe ou 5 étoiles palace. C'est-à-dire que nous allons avoir d'ici 2023, entre fin 2021, courant 2022 et début 2023, 3000 chambres d'hébergement de plus, de haut de gamme à Nice. Et si ces investisseurs-là n'ont pas baissé la voilure et ont continué à tenir bon et à travailler pendant le Covid et investir, c'est parce qu'ils ont compris qu'avec tout ce qui s'est passé, ça ne pouvait que renforcer l'attractivité de notre ville. Est-ce que ce contrat de relance, ce n'est pas finalement un contrat d'accélération? Bon, on fait un peu de politique. Allez, je suis triste pour mon pays de voir qu'il y a des territoires aujourd'hui qui, à l'issue des élections municipales, ont fait le choix de la décroissance. On peut parler de Bordeaux, on peut parler de Montpellier, on peut parler de Marseille, on peut parler de Lyon, de Strasbourg, de Grenoble. Il se trouve que, naturellement, le plan de relance que le gouvernement, avec l'Union européenne, a arrêté de 100 milliards d'euros, 60 milliards pour le gouvernement français, 40 milliards pour Bruxelles, naturellement, n'est pas un plan de relance qui s'adresse à des projets qui découlent de la décroissance, puisqu'il repose sur la cohésion sociale, sur la compétitivité, sur la transition écologique. Transition écologique pour laquelle d'ailleurs nous organisons le dernier week-end de septembre, je veux le préciser, grâce à vous, avec vous et avec d'autres partenaires extrêmement importants, un des forums les plus importants de la planète ici à Nice. Eh bien, comme tous ces territoires ne sont pas candidats, ça a laissé plus de disponibilité au dossier niçois et de notre métropole qui était déjà prêt, ce qui m'a permis de signer avec Jean Castex, il y a maintenant 1 mois et demi, un plan de relance de 2,5 milliards d'euros sur ces 3 volets, cohésion sociale, compétitivité, transition écologique, qui doivent être ou consommés ou engagés dans un délai de moins de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous avions programmées à 6 ans ou à 7 ans et que nous allons pouvoir faire tout de suite. Et donc, je pense que Transformons la France, ça s'inscrit dans un calendrier où sur certains territoires, la sortie du Covid peut être un accélérateur de croissance. Vous vous êtes fixé, Christian Estrosi, de faire de Nice un modèle européen, justement, qui mêle à la fois croissance économique, attractivité, développement des emplois, et à la fois d'être une ville exemplaire sur la transition écologique. Vous dites d'être cette métropole de la Méditerranée verte. Justement, quel est le regard qu'a les Niçois à la fois sur cette vision-là? Comment vous ressentez aujourd'hui le niveau de maturité à la fois de concilier écologie et économie? D'abord, j'ai toujours considéré, lorsque j'étais ministre de l'Industrie entre 2008 et 2010, au moment de la... Parce qu'on est dans une crise dont nous ne savons pas que seront les réelles conséquences économiques et sociales. Il faudra voir les choses à l'automne. Et je pense que le plan de relance va aider certains pans de notre économie à rebondir très fortement. Mais que ça n'empêchera pas des activités qui étaient en difficulté avant le Covid et qui essayaient de rester sur la ligne de crête, pour autant d'avoir des difficultés très importantes à court ou à moyen terme, et donc il faut être très vigilant. Mais
En 2008, sur la transition écologique, lorsque je me suis présenté devant les Niçois, mon programme, c'était Nice, ville verte de la Méditerranée. Et à l'époque, ce n'était pas la mode du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, on ne parlait pas écologie dans les programmes de mes adversaires socialistes, communistes et verts qui étaient unis. 2014, à mon renouvellement, naturellement, il y a eu le prolongement de Nice, ville verte de la Méditerranée. Toujours rien sur la transition écologique, sur ceux qui se revendiquaient de l'écologie. C'était toujours chez nous que les choses étaient écrites. Et entre-temps, nous avions rasé une gare routière sur 12 hectares pour faire une coulée verte et une forêt urbaine en cœur de ville. Entre-temps, nous avions lancé notre opération d'intérêt national dédiée à la santé et à l'environnement dans la plaine du Var, où aujourd'hui émergent sur des réseaux de chaleur et de froid qui sont produits par la nappe phréatique du Var, des industries dédiées à tout cela. Je pense à Schneider Electric, à Bosch, aux centrales énergie atomique, à EDF, à Veolia, à Cisco, à IBM, avec de grandes écoles qui s'installent. Centrale s'installe à la rentrée. La deuxième école mondiale dédiée aux jeux vidéo s'installe. L'école Louis Lumière s'installe et quitte la plaine Saint-Denis. Vous avez le nouveau campus numérique et de l'innovation financé par le gouvernement avec la métropole et la région qui vient d'ouvrir ses portes. Nous avons l'EDEC, première école de finance au monde, qui est ici aussi, etc., etc. Ça veut dire que ce pari de devenir, au-delà d'une ville réputée pour son tourisme, désormais une ville industrielle, nous l'avons réussi sur les éco-industries qui, lorsque j'ai créé en tant que ministre les comités de filière, où vous aviez la filière automobile, la filière du textile, la filière pharmaceutique, etc., j'ai dit à l'époque, alors que ce n'était pas la mode, il faut une filière sur les éco-industries. Elle existe aujourd'hui et nous la développons ici sur notre territoire. Et en même temps, nous faisons de notre territoire un territoire d'expérimentation. D'avoir choisi une métropole, puisque derrière moi, le paysage, ce sont les montagnes, la mer est devant l'aéroport. On a fait une métropole qui part de 3000 mètres d'altitude pour fondre dans la Méditerranée. Pourquoi on a fait une métropole qui a cette dimension, avec un parc national à 3200 mètres d'altitude? Parce qu'on a voulu prendre tous les bassins versants pour gérer justement l'évolution climatique, gérer les énergies, faire baisser la consommation des énergies qui nous viennent de la centrale de Cadarache du côté d'Aix-en-Provence et des Alpes de Haute-Provence, et faire monter à 30% la production des énergies renouvelables. C'est la neige qui fond dans les lacs, qui coule dans les torrents, qui coule dans les rivières, qui coule dans les fleuves, qui rentre dans les nappes phréatiques et qui se déverse dans la Méditerranée. L'hydroélectrique, le solaire, la géothermie, la houle marine, la valorisation des déchets. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, nous avons mis en route, il y a 12 ans, des choses dans lesquelles personne ne croyait et qui n'étaient pas la mode. Donc oui, l'écologie se positionne au service de l'économie et ce sont des filières de création de milliers d'emplois aujourd'hui qui vont remplacer des emplois qui vont disparaître parce qu'on n'aura plus besoin de faire appel à certaines activités. Christian Estrosi, on parlait de la vision que vous aviez eue il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander quelle est votre vision à 10 ans, mais ne serait-ce qu'à 5 ans. Comment est-ce qu'on... Jean-Christophe Tortora vous posait la question tout à l'heure, les signaux faibles que vous pouvez entendre. Qu'est-ce que vous sentez dans l'air du temps, dans l'économie, dans tout ce qui se passe autour de nous, de comment pourrait être le territoire et la France à l'horizon de 5 ans? La France doit investir sur l'innovation. Le seul facteur de croissance pour attirer du PIB dans un pays qui en manque, c'est l'innovation. Nous avons perdu dans notre pays ces dernières années
beaucoup trop d'industries de pointe. Regardez, on s'est fait dépasser dans le nucléaire civil alors qu'on était la première puissance au monde, on arrosait tous les marchés. Maintenant, on se tourne vers le Japon, vers les États-Unis et vers d'autres. C'est un échec. Dans le domaine de l'industrie automobile, même si nous restons par nos marques un des premiers constructeurs au monde, et je soutiens l'industrie automobile française, mais enfin, quand j'apprends que la DS9 va être produite en Chine pour être vendue en France, ça ne m'enthousiasme pas. J'aime bien qu'on produise des voitures françaises en Chine pour le marché chinois. C'était le cas lorsque Philippe Varin présidait PSA. Aujourd'hui, ce sont des sujets qui me préoccupent. Dans l'industrie pharmaceutique, nous étions une des 3 premières industries au monde. Nous voyons bien aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, que nous n'avons pas été forcément au rendez-vous, même si Sanofi reste pour grande partie française, même si elle a des capitaux américains maintenant qui sont majoritaires, et qui continuent. Pour ça qu'on est assez injuste sur la vaccination, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas choisi l'ARN messager que pour autant le vaccin qu'ils sortiront d'ici la fin de l'année ne sera pas un des plus performants, si ce n'est le plus performant. Mais en même temps, dans la cancérologie, dans les maladies chroniques, etc., on voit que ça reste une industrie extrêmement performante qui ramène du PIB à notre pays. Voilà pourquoi je suis un patriote industriel français, je veux les défendre. Mais on a perdu des parts de marché globalement dans l'industrie pharmaceutique. Dans le bâtiment et les travaux publics, nous restons aujourd'hui à un niveau extrêmement élevé, puisque nous menons des chantiers à l'international avec de grands groupes français dont il faut se réjouir. Dans le domaine de l'environnement, nous restons encore extrêmement performants, même si on peut s'inquiéter des débats entre Veolia et Suez, par exemple. Mais je dis que nous restons, malgré tout, une industrie qui apporte une offre importante. Mais je dis, nous n'investissons pas assez dans l'innovation pour pouvoir sortir des brevets, pour pouvoir soutenir les entreprises françaises. Moi, je voudrais maintenant qu'on s'attelle à un sujet majeur, de passer d'un échelon à un autre dans 2 domaines. Les start-up, où il faut absolument, on en parle souvent, cher Jean-Christophe Tortora, un niveau où la France propose beaucoup plus de licornes. Nous n'avons pas assez de licornes. Et puis nous avons beaucoup de PME performantes, mais nous avons peu de TI. Et donc, il faut que nous mettions en place des mécanismes qui permettent à notre pays d'inciter un grand nombre de PME à passer à un niveau de TI pour rejoindre le modèle allemand qui, au plan industriel, il faut le dire, malgré tout, est en Europe le modèle de référence. Christian Estrosi, avant d'accueillir nos 2 autres invités, à vos côtés, vous aimez l'histoire et vous aimez les femmes et les hommes qui ont marqué notre histoire européenne. Winston Churchill disait « Il ne faut jamais gâcher une crise ». En 1 minute, qu'est-ce que cette crise va vous permettre, ici dans le territoire de la métropole de Nice, d'être meilleur pour le futur ? C'est d'avoir compris tout de suite qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Naturellement, il faut compter sur l'État. On me reproche quelquefois au plan politique, et moi je l'assume totalement, d'entretenir de très bonnes relations avec le président, avec le Premier ministre, et il n'en demeure pas moins que là où nous avions eu un mépris important de la part des gouvernements de M. Hollande, même si j'ai beaucoup de respect pour M. Hollande, d'un coup, pour notre métropole, sur tous les grands sujets, nous avons eu des aides importantes qui se sont débloquées. Et donc, je crois simplement que nous sortons avec notre agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques que la crise nous a imposé de mettre en place et qu'on est peut-être les seuls à avoir mis en place. Vous voyez, au moment où nous parlons, aujourd'hui, c'est 6000 vaccinations qu'on va faire dans la journée pour les plus de 18 ans. Et à partir de la semaine prochaine, puisque le président de la République a dit
ça sera les 12-18 ans aussi. On va s'attaquer à ça pour qu'à la rentrée, tous les plus de 12 ans puissent avoir une rentrée scolaire où ils soient protégés. Donc aujourd'hui, dire qu'on pourra développer l'économie que dans un contexte structuré au plan local, avec plus de décentralisation, où on garantisse que si on a un séisme, une tempête comme Alex, une guerre bactériologique que la barbarie islamiste pourrait propager sur notre territoire, des cyberattaques, regardez le réseau Orange qui a mis en croix tous les systèmes d'urgence dans notre pays pendant près de 24 heures. Tout ça sont des sujets qui doivent nous alerter. Et donc, voilà, je dis remise en cause profonde, protégeons et garantissons à nos populations, à nos entreprises, qu'on les protège en même temps qu'on finance l'innovation. Et à partir de là, je pense que la France peut rebondir très haut. En tout cas, c'est comme cela que nous pratiquons en tenant et en tirant toutes les leçons de l'expérience des mois écoulés sur la métropole de Nice-Côte d'Azur. Et moi, je veux croire que là où certains prédisent des heures sombres, au contraire, il va peut-être y avoir une aubaine importante qui permettra à notre pays de rebondir au plan économique.